Bonjour. La grande actualité en ce moment, c'est bien sûr l'Ukraine, mais c'est également la COP27. Alors, revenons à la COP27. Vous savez que le problème, on le connaît. On ne va pas revenir dessus. Les scientifiques, le GIEC disent attention, attention, attention. On consomme de plus en plus de produits à base de carbone, des produits qu'on appelle fossiles, c'est-à-dire essentiellement le pétrole et le gaz. Donc on rejette du gaz carbonique. Et si on rejette du gaz carbonique dans l'atmosphère, la teneur de l'atmosphère va augmenter. Et si elle augmente, l'effet de serre induit par le gaz carbonique va jouer. Et la température moyenne, je dis bien moyenne du globe, va continuer à s'élever depuis l'ère industrielle. Et donc on a gagné actuellement un peu plus de 1 degré. On est à 1,1, 1,2. Et d'ici la fin du siècle, les experts, eux, certains Cassandres allaient jusqu'à dire, eh bien, on va vers 4, 5, même 6 degrés. Bon, aujourd'hui, on vient un petit peu en arrière, on semble beaucoup plus raisonnable avec les derniers modèles, et on pense que la température moyenne du globe, je dirais, tout de même, va osciller entre 2,4 et 2,6 degrés. Mais ce qui sera déjà un véritable cataclysme écologique. Donc, on connaît le problème et on connaît également les solutions. Il n'y a pas de problème. Il faut rejeter le moins possible de gaz carbonique dans l'atmosphère. Autrement dit, réduire drastiquement, je dis bien drastiquement, et non pas quelques pourcents par-ci par-là en plantant des arbres ou en mettant des voitures électriques, non, drastiquement, notre consommation soit de pétrole, soit de gaz. Alors, facile à dire, surtout quand on est dans un bureau, couper un peu de la réalité, c'est le problème de Bruxelles, mais la réalité est beaucoup plus complexe. Pourquoi ? C'est l'énormité des masses en jeu de la consommation, c'est l'énormité des structures industrielles qu'il va falloir bouleverser, et puis, je voudrais dire, il ne faut pas l'oublier, l'énormité des dizaines, des centaines de milliards qui vont être investis pour quasiment cette mutation complète du fonctionnement de notre société, où c'était « j'augmente la production pour le bien-être de l'humanité, mais en parallèle, je consomme de plus en plus d'énergie ». Et le premier domaine dans lequel on s'est attaqué, le plus facile, puisque Bruxelles devait prendre des décisions, c'était de s'attaquer à une cible de choix, l'automobile. L'automobile qui représente à peu près, disons, entre 20, ça dépend, 20 et 30% des rejets de gaz carbonique. Et donc, le moyen, c'était de dire, on va limiter, chaque année, on va baisser les taux de rejet de gaz carbonique au pot d'échappement de la voiture. Et donc, c'était une pression sur les constructeurs qui se sont adaptés jusqu'à un moment où ils vont plus pouvoir, on peut pas, il y a un moment on peut pas. Et puis, vraiment, ce qui a tout déclenché, c'est le 18 septembre 2015, le Dieselgate, vous vous souvenez, cette association de consommateurs californiens, qui a procédé à des comparatifs de consommation, de rejet de polluants des voitures américaines face aux voitures européennes, et notamment à l'invasion de Volkswagen, qui avait décidé d'investir avec ses diesels le marché américain, et qui avait conçu, en quelque sorte, un diesel pour cela. Seulement, comme ils ne passaient pas les normes, ils ont truqué, vous vous souvenez de l'affaire, ils ont truqué les logiciels, ils ont été pris les mains dans le pot de confiture, le Dieselgate, Volkswagen, ça lui coûte 20 milliards, et surtout, vous l'avez vu, ça a amené Bruxelles à taper du poing sur la table et dire, puisque c'est comme ça, en 2035, c'est terminé, il n'y aura plus de voitures à moteur thermique. Attention, Bruxelles dit, il faudra, en 2035, ne plus commercialiser, c'est-à-dire vendre sur le marché, trouver sur le marché européen, toujours européen, de voitures à moteur thermique. Tout sera quoi ? Les constructeurs, il fallait bien qu'ils répondent à ça. Ils ont pris ce qui existait sur étagère, il fallait répondre très vite, en quelques années. Qu'est-ce qui existait sur étagère ? C'était ce qu'on maîtrise, point de vue technique, c'est les moteurs électriques, ça on sait faire. La régulation électronique de ces moteurs électriques, on sait faire, puisqu'on fait les TGV, etc. Et puis, les batteries, point de vue batterie, là, l'Europe, elle était en retard. Les Chinois avaient vu venir le coup, ont 10 ans d'avance, on a importé massivement des voitures. Et donc, les constructeurs européens ont joué le rôle d'assembleurs. Et voilà comment a été lancé le mythe, j'oserais dire, de la voiture électrique. Seulement, les choses, à mon avis, ont été faites peut-être trop rapidement. L'échéance de 2035, ça vous paraît loin, mais c'est tout de même très proche
dans le domaine industriel et des voix s'élèvent pour dire attention, 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 calmons-nous. Notamment, par exemple, Thierry Breton, commissaire européen, qui dit bon, il va falloir réviser cette clause. On va vers la voiture électrique, mais peut-être pas à l'horizon 2035. Et puis apparaissent un certain nombre d'ouvrages assez remarquables dont on va vous parler, et notamment deux. Le premier, celui de Christian Géondeau, La voiture électrique et autres folies, et puis celle de François-Xavier Pietri, un ami, qui a été le spécialiste économique de TF1, et que lui, il va pas avec le dos de la cuillère, et les voitures électriques, mon cher Xavier, ils sont devenus fous. Oui, ils ont choisi la voie de la facilité, ils sont devenus fous parce que, en gros, ça veut dire transformer en 10 ans une industrie complète, c'est-à-dire toute l'industrie de l'automobile. Ça veut dire en 10 ans transformer des règles de fonctionnement, des règles de circulation, etc., qui concernent des millions de personnes. C'est un choix politique, purement politique, qui cible l'automobile parce que c'est le plus facile. Finalement, il n'y a rien de plus facile que de transformer une voiture thermique en électrique. Hein. Il n'y a pas vraiment d'enjeu industriel. Parce que quel est le but affiché? Le but, c'est de sauver la planète, c'est de lutter contre les rejets de CO2. Mais c'est pas possible parce que, pour deux raisons. D'abord, la voiture électrique, il faut la construire. Elle a une batterie de 400 kilos. Ben ça émet beaucoup de CO2. Et puis ensuite, l'électricité qu'elle va utiliser, on le voit bien en ce moment, dans la plupart des pays, elle est fabriquée en bonne partie avec du charbon ou avec du gaz. Donc, à la fin, au fin des fins, une voiture électrique, ça engendre autant de CO2 qu'une voiture diesel. Alors, pourquoi faire des voitures qui vont coûter 50% plus cher alors qu'on avait une industrie qui fonctionnait très bien en Europe? C'est une question sans réponse. En Europe, il y a 600 000 emplois qui sont concernés. En France, la branche automobile, c'est autour de 400 000 emplois si on compte large, c'est-à-dire les garagistes, des garagistes aux constructeurs. Alors, les dégâts sociaux, ils vont être considérables. Pas tellement chez les constructeurs, parce que les constructeurs sont en train de s'organiser et finalement, ils vont vendre des voitures plus chères et ils vont s'y retrouver. Ceux qui vont souffrir, ce sont les PME, les sous-traitants. Ceux-là, ils sont morts. Vous avez les garagistes, ils sont 100 000 en France, qui vont plus avoir de véhicules à entretenir. Et puis, vous allez avoir aussi les stations-service qui, petit à petit, vont continuer à fermer. Donc, il y a un dégât, si vous voulez, social qu'on n'a absolument pas mesuré. La mutation d'une industrie comme ça, en une dizaine d'années, de façon obligatoire, imposée, ça s'est en réalité jamais vu dans l'histoire. Hein. C'est une décision politique sous l'influence des écologistes allemands, les Grünen, qui ont une vision des choses que personne ne peut comprendre, parce que, comme vous le savez, ils sont contre les centrales atomiques, ils sont contre les émissions de CO2, et ils font fonctionner leurs centrales à gaz et à charbon. Donc on est victime d'une politique irréfléchie que malheureusement nous n'avons pas su contrer en France, parce qu'elle est d'origine allemande actuellement. On a pris une décision, comme je le disais, sans mesurer les conséquences. On ne règle pas le sujet, par exemple, du transport urbain. Aujourd'hui, on sait très bien que dans les zones périurbaines, c'est pratiquement impossible d'aller travailler sans une voiture. On prend une mesure, et puis après, au monde de s'adapter. Au lieu de considérer les choses dans l'autre sens, c'est-à-dire développer, par exemple, l'hydrogène, développer le gaz naturel, demander aux constructeurs de faire des efforts, comme ils l'ont fait pendant des années, pour émettre moins de CO2, tout ça était possible. Tout ça est d'ailleurs d'un seul coup coupé, on a coupé le fil, et ça c'est quand même une décision qui est extrêmement brutale. Je suis contre parce que c'est nuire à la démocratisation de l'automobile. Les gens ne pourront pas se payer des voitures électriques parce qu'elles sont trop chères. Alors qu'est-ce qu'ils feront? Ils garderont leur vieille voiture à essence ou diesel le plus longtemps possible, et ils auront bien raison. Je pense que la voiture électrique a son avenir, mais je pense qu'il n'y a pas que ça. Il y a d'autres systèmes, vous avez l'hybride, vous avez d'autres façons de se transporter qui sont tout à fait saines d'un point de vue écologique. Il n'y a pas qu'une seule voie qui est la voie de l'électrique. L'électrique, évidemment, on va y aller progressivement, mais pas forcément à 100% et pas forcément dans une telle échéance de temps. En résumé donc, vous avez compris, ce n'est que le début d'une polémique parce que les conséquences
économiques, sociales, industrielles, vous l'avez bien compris dans cet entretien, vont être énormes. C'est un véritable, j'oserais dire, cataclysme qui se profile. Reste même la grande question. Faut-il, oui ou non, revenir en arrière? Non, surtout pas. L'avenir, la logique des choses, pour abaisser les rejets de gaz carbonique dans l'atmosphère, dans le domaine du transport, comme dans d'autres domaines, et le domaine industriel, le domaine de l'agricole, eh bien, il va falloir moins consommer de produits fossiles. Je répète, c'est toujours pétrole et gaz. C'est dans la logique. Et donc, essayons, dans la mesure du possible, eh bien, de repousser, autant faire se peut, l'échéance. Et je voudrais dire, aujourd'hui, la grande question que se posent souvent les gens, dire « Mais je veux changer de voiture. Alors, est-ce qu'il faut que j'achète une voiture électrique ?» On en voit partout. Et c'est vrai, le dernier salon automobile, sur tous les stands, il y avait des voitures électriques. Et je dirais, attendez, ne nous pressons pas. Bruxelles, je tiens bien à le préciser, dit, ça sera la commercialisation en 2035. Bruxelles ne dit pas, vous n'aurez plus le droit de construire des voitures, parce qu'il y a tous les marchés émergents. Vous n'allez pas vendre et équiper en voiture électrique l'Afrique, alors qu'ils n'ont pas assez d'électricité. Seulement, le marché va être ouvert, et comme les Européens ne fabriqueront plus de voitures à moteur thermique, eh ben, qui va prendre la place? Ben oui, les mêmes Chinois qui ont été les pionniers de la voiture électrique. Donc, aujourd'hui, si vous voulez vous équiper avec une voiture neuve, j'oserais vous dire, ne vous pressez pas. Vous aurez le temps, c'est 2035, de prendre une voiture électrique. Entre-temps, achetez une voiture normale. Surtout, un seul point, elle doit être catégorie 1 pour pouvoir circuler et répondre aux normes environnementales.